Salut tout le monde, aujourd'hui on va lire le chapitre numéro 5 et 6 de Arthur Rimbaud. On les a pas encore lus et on va le découvrir avec vous, les viewers et les abonnés. C'est parti. Un chahut inhabituel perturbe la classe de 4ème. Encouragé par ses camarades, Coudard, un grand gaillard dégingandé, aux cheveux filasses, est en train de griffonner sur le tableau noir. Le père bosse à une baie. Il s'arrête et demande en se grattant la tête. Eh, comment ça s'écrie une bosse? Les réponses fusent de partout, entrecoupées de rire. Avec un C, non un CS, non ça avec 3 S. Attendez, reprend Coudard, on va demander au petit génie de la classe, Rimbaud. Comment t'écris boss? 2 S et un E, répond Arthur sans lever le nez de son livre. Coudard achève sa phrase. Le père BOS a une bosse sur le front. On a-t-il sur le C. Délire dans la classe, les gamins applaudissent, tapent des pieds, s'étranglent presque à force de rire, tandis que Coudard pavoise sur l'estrade. Et 22, le v'là, dit un élève en train de en trompe. Coudard descend à toute vitesse de l'estrade et avant de regagner sa place au fond de la classe salle, lance Arthur, assis au premier rang, juste devant le bureau du professeur. T'as pas intérêt à moucharder, Rimbaud, sinon Eners de la l'inséparable camarade d'Arthur, prend aussitôt sa défense. Arthur n'est pas un rapporteur, tu le sais très bien. Peut-être bien, mais ça, ma règle à moi, c'est qu'il faut toujours se méfier du premier de la classe. T'es bien content de le trouver, le premier de la classe, quand tu sèches sur ta version latine. Non, à peine Coudard s'est-il assis que la porte s'ouvre. Monsieur Perrette, le professeur de lettres, vieillard bédonnant mais alerte, s'arrête sur le seuil et jette un rapide regard sur les rangs. Puis il montre sur l'estrade et crée en main se tourne vers le tableau. Quelques gloussements se font entendre. L'interlocuteur Perrette promène un regard furieux sur ses élèves. Qui a écrit cela? Silence total. Les ricanements se sont tus. Pas un grincement de chaise, pas un raclement de gorge. Perrette efface la phrase sur le tableau, à l'exception du C, qui il a conclu. Il remplace les points de suspension par des lettres capitales. O-U-D-A-R-D et termine par un grand point d'interrogation. Alors, demande-t-il en haussant le ton. Il s'agit bien de Coudard, n'est-ce pas? Il pose son regard sur l'intéressé puis sur chacun des élèves. Un à un, tous regardent les yeux baissés Rimbaud. Oui, monsieur. Pourriez-vous répondre à la question? Quelle question, monsieur? Est-ce bien Coudard qui a écrit cette ignominie sur le tableau? Arthur se tient debout, les mains le long du corps, les pieds joints. Attitude irréprochable, je ne sais pas, monsieur, répond-il d'une voix calme. Vous êtes le seul élève à peu près sensé de cette classe. Je vous prie de répondre. Croyez-moi, monsieur, que si j'étais en mesure de le faire, je vous répondrais. Mais je ne connais pas l'auteur de cette inscription. Il fixe le vieux maître de son regard bleu, sourcillé, après quelques brèves secondes d'hésitation. Le maître donne un grand coup sur le bureau. Trop intelligent, trop poli, trop érudit, cet élève modèle a le don de l'exaspérer. Et pour un peu, c'est lui qui baisserait les yeux devant la douce leçon. Vous savez que si vous ne répondez pas, toute la classe sera consignée, y compris. Oui, monsieur, vous y compris. Et madame, votre mère, verra-t-elle d'un bon œil cette consigne? Arthur rougit. Le vieux renard a remarqué un point, sa mère, il déteste qu'on lui parle de sa mère. Peu importe la punition, monsieur marmonne-t-il. Bien, rasseyez-vous. La classe sera donc consignée samedi matin de 8h à 12h. À présent, passons à la correction de vos rédactions. Coudard, venez chercher votre torchon. Le garçon se lève et se traîne vers l'estrade, la mine embarrassée. Vous avez un pour l'encre et le papier, pour écrire des synopsis sur le tableau. Vous êtes inspiré, mais pour le reste, distribuez les copies à vos camarades. Attendez, laissez-moi celle-ci, ajoute Perrette en posant devant lui la dernière copie. La distribution des copies se fait dans le silence, puis quelques chuchotements parcourent les rangs. T'as eu combien toi? 9 et toi? 5. Quelle peau de vache, moi qui pensais avoir la moyenne. Comme vous pouvez vous en rendre compte, monsieur reprend Perrette. Vos résultats sont mauvais. 5 d'entre vous seulement ont des notes au-dessus et de la moyenne. Pour les autres, syntaxe nulle, orthographe inexistant, un désastre messieurs, quant au style, inutile d'en parler, personne n'en a l'ombre d'un soupçon, excepté Rimbaud, naturellement. Il pose cette fois un regard admiratif sur le jeune garçon. Votre composition est tout simplement exceptionnelle. Il subsiste encore quelques maladresses, mais l'ensemble a, comment dire, du souffle. C'en est même étonnant. Arthur Rimbaud ne bronche pas. Le compliment n'a aucun effet sur lui, mais il sourit.
Et de nouveau, le vieux maître, son irritation le gagnait. Ce sourire dissimule quelque chose qui l'insupporte. Messieurs, poursuit Perrette, j'aimerais que vous preniez exemple sur votre camarade. Je vais vous lire quelques passages de sa copie afin que vous puissiez les saisir ce que l'on nomme une belle tournure de phrase. Il s'éclaircit, la voix et enchaîne. Le vent rafraîchissant, c'est-à-dire une brise fraîche, agitait les feuilles des arbres avec un bruissement à peu près semblable à celui que faisait le bruit des eaux argentées du ruisseau qui coulait à mes pieds. Les fongères sont sous son pupitre. Arthur serre les poings. Quel supplice de se voir citer un exemple qu'on n'a qu'une envie, crier puis s'enfuir. Il lance un regard vers la porte. Non, jamais il n'osera claquer cette maudite porte sur la fenêtre alors. Et son cri muet, sourd, trouve un écho immédiat. L'oiseau, il est là, baou, immobile, lumineux. Il lui montre le chemin à suivre. Qu'y a-t-il, Rimbaud? Vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes cramoisi, s'écrie Perrette, interrompant sa lecture. Le regard élevé sur la fenêtre. Arthur ne branche pas. Je garde votre copie, conclut Monsieur Perrette. En haussant les épaules, j'ai décidé en accord avec monsieur le proviseur de le faire circuler dans l'établissement. Passons au latin à présent. Remis ménage sur les pupitres, on range les copies et bien à contre-cœur. On ouvre les livres en de latin. Voyez un peu vos capacités en thème Armandis. Votre traduction. L'élève interpellé se lève et commence à annoncer. Tu regardes Imperia. Deux fautes en trois mots, inutiles de poursuivre. Essayons votre voisin. Extrait de prologue, cahier des 10 ans, Anne Rimbaud. Voilà monsieur, je n'ai pas pu faire ma traduction parce que hier ma mère était malade. Tous mes vœux de rétablissement à madame votre mère. J'espère seulement que quelqu'un pourra veiller sur elle samedi car je vous consigne une heure de plus. Suivons. Surreger imperio populos, ramane mementis. Pour une fois mon pauvre Ménère, le début était bon. Mais votre mémentis me fait trembler pour la suite. Décidément, quel désastre, monsieur. Je ne vous félicite pas. La tête baissée, tassée sur leur blond, les garçons de la rangée à laquelle s'est attaqué le professeur tremblent en attendant leur tour. Nous n'avons plus le temps de nous attarder, conclut Perrette en jetant un coup d'œil sur la pendule. Finissons-en. Rimbaud, je vous écoute. Arthur se lève et sans un regard sur ses notes, récite d'une voix claire. Tu regere imperio populus, romane memento, atibi enrunte artes pacisque. Un sourire béat au lèvres, le professeur sonde les vers de la main. Syntaxe, vocabulaire et tout est parfait, digne de Virgile lui-même. Imponere morem passer, subjectis et. Arthur marque un temps d'arrêt puis poursuit, en détachant bien chaque syllabe. Dégueulard, superbos. Toutes les têtes se lèvent en même temps. Rimbaud l'enfant sage, Rimbaud le prodige, il a osé. Perrette, lui-même médusé, demeure immobile, comme s'il doutait d'avoir bien entendu. Je vois, finit-il par dire en s'efforçant de regarder son calme, que l'influence de Coudard est contagieuse. Écoutez-moi bien, monsieur Rimbaud. Vous êtes très brillant, vous êtes sans nul doute le meilleur élève de cet établissement. Vous avez beaucoup de mérite, mais, je vous le dis, vous finirez mal, Rimbaud, très mal. La cloche sonne, c'est la récréation. On abandonne les pupitres pour se presser vers la sortie. Seul dans un coin de la cour, Arthur regarde obstinément le rebord de la fenêtre où l'oiseau lui est apparu tout à l'heure. Peine perdue, il n'est plus là, apparu tout... Non, la façade du séminaire mitoyen avec le collège se dresse grise et délabrée. Les mains dans les poches, le jeune garçon appuie son front contre le tronc d'un arbre, encore petit pour ses 12 ans, avec ses cheveux blancs, bien peignés, son teint rosé, ses grands yeux bleus, sa mine boudeuse, on dirait une jeune fille. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Delahaye en lui prenant par le bras. D'un geste brusque, Arthur se dégage. Il y en a que j'en ai assez, il y a que je m'ennuie, il y a que ma mère refuse de me donner le moindre sous pour m'acheter un livre, voilà ce qu'il y a. Surpris, Delahaye fait un pas en arrière. Et les livres que tu as empruntés à la bibliothèque du collège? Terminé, ceux de la liste de Perrette. Lui fini, avalé, je n'ai plus rien. J'ai bien repéré 2 volumes chez Joly, mais ils ne veulent pas me le faire crédit. Il donne un violent coup de pied dans un tas de cailloux. Ce vieux rat de Joly.
Il compte ses livres comme harpagon, ses écus. Je finirai par le voler. Pendant là, son camarade, il court rejoindre Frédéric, qui lui a fait signe à l'autre bout de la cour. Les deux frères ne sont plus dans la même classe. L'aîné a à présent 2 ans de retard sur son cadet. Qu'est-ce qu'il t'arrive encore demande Arthur. En voyant la mine défaite de son frère. 1-0, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je sèche sur ma version grecque. Je dois la rendre demain. Tu pourras me donner un coup de main ce soir? Non, pas ce soir, tout de suite, ça tombe bien. J'ai 1 heure de maths maintenant. Je vais la faire pendant le cours. Donne-moi ton texte. Je te rends ça dans 1 heure. Sans se faire prier, Frédéric tend son livre. Puis, comme la cloche sonne, chacun regagne sa salle de classe respective. Installé cette fois au dernier rang, Arthur se met au travail dès que le professeur d'algèbre commence son cours. Une bonne demi-heure se passe. Arthur lève de temps en temps la tête vers le tableau noir, faisant mine de suivre avec intérêt les interminables successions d'équations. Un jeune séminariste est assis à ses côtés. Il est fréquent que les pensionnaires du séminaire suivent quelques cours au collège. Depuis un moment déjà, le garçon jette des regards agacés sur Arthur et manifeste son énervement. Soupir, geste saccadé, coup de coude discret. On ne fait pas du grec pendant un cours de mathématiques. Finit-il par lancer. Qu'est-ce que ça peut te faire? Répond Arthur, sans même lever le nez. Ça me gêne. Eh bien, change de place. C'est ça que je vais faire. Il se lève aussitôt. Que voulez-vous de fermiard? Demande le professeur. J'aimerais changer de place, monsieur. Monsieur Barbus lève les yeux au ciel. Vous avez tous loisir de choisir votre place avant le cours, me semble-t-il. Oui, monsieur, mais avant le cours, je ne savais pas que mon voisin ferait du grec. Un murmure de réprobation parcourt la salle. Les séminaristes ne sont guère appréciés des élèves du collège, et les bagarres entre les deux clans ne sont pas rares. Les ronds s'agistent, les remarques fusent. Ces séminaristes, quelle bande de faux jetons. Tous des mouchards. Le professeur réclame le silence, puis tranquillement, un large sourire aux lèvres, il se dirige vers Arthur. Ah, notre cher Rimbaud fait du grec aujourd'hui. Fort bien, cela varie un peu les plaisirs. La semaine dernière, c'était de la poésie. Vous vous estimez bien trop intelligent pour qu'on descende à faire des mathématiques, n'est-ce pas? Mais vos premiers prix en lettres ne m'impressionnent guère. Pour moi, vous êtes à la traîne. Il n'y a pas que la littérature dans la vie. Mon petit monsieur, rangez-moi ça. Et si cela se reproduit, je n'aviserai à monsieur le professeur. La cloche ayant sonné, le professeur quitte la salle, tandis que les élèves rangent leurs affaires en silence. Sans se presser pour une fois, Arthur n'a rien répliqué aux paroles de Barbus. L'idée de lui n'est même pas venue. Non, l'idée n'en est même pas venue. Peu lui importe ce qu'on pense de lui. Peu lui importe ce qu'on dit de lui. Toujours assis, il fixe son voisin qui, sans manifester aucune gêne, rassemble ses livres. Il porte une soutane noire. Une soutane qui a l'allonge alors qu'il est petit. Il a le visage rougeau et gras. La sueur a maculé sur son col blanc de traînées chisâtres. Ses souliers au cordon noir dépassent le de son habit. Des souliers fermentent qui sentent un peu comme ceux de l'autre. Le dimanche, Arthur se lève enfin et ouvre son sac. Il est assis tard, poète, marmonne le séminariste, d'un arme au cœur. T'as lire, il ne faut pas l'oublier. Cette fois, c'en est trop. Exaspéré, Arthur lui lance son dictionnaire de grec à la figure. Le séminariste porte la main à sa tempe où un mince filet de sang commence à perler. Affolé, il jette un coup d'œil sur la porte. Coudard vient de la fermer à clé. Parce que tu crois, dit ce dernier en s'approchant, que tu vas encore aller moucharder. Si les curés aiment les mouchards, nous débectent. Il reste encore une dizaine d'élèves dans la salle. Rapidement, ils font un cercle autour des deux garçons. On t'a pas appris au catéchisme qu'il faut tendre l'autre joue, qu'il faut demander pardon pour ses fautes. Allez Rimbaud, mets-lui une bonne raclée. Oui, vas-y, il y en a assez de ces séminaristes. On va leur apprendre un peu. Allez Rimbaud, te dégonfle pas, vas-y. Petit à petit, le cercle se resserre autour des deux adversaires. Arthur, le regard sombre, fixe la poitrine. Oppressé, demeure immobile, Coudard s'interpose alors et retroussant ses manches déclare: Attends, c'est moi qui vais lui régler son compte. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Arthur l'a repoussé violemment et a saisi le jeune séminariste à la gorge. L'autre tente de lui tirer les cheveux pour lui faire à lâcher prise. Mais Arthur serre de plus en plus. Ses camarades déchaînés hurlent pour l'encourager. C'est ça, vas-y, tords-lui le cou.
d'un violent coup de pied. Le séminarisme déstabilise Arthur, tous deux roulent à terre. Allongé sur son adversaire, aveuglé par la rage, Arthur lui martèle le visage de coups de poing. L'autre parvient à se dégager en roulant sur le côté. Sa soutane s'est relevée, découvrant une chair blanche et flasque. Alors soudain, le souvenir jaillit fulgurant. La fille aux allures d'indienne, les guenilles relevées sur la chair rose. Il lui mordait les fesses, sans plus résister à l'instinct qui le pousse, il mord de nouveau. Applaudi par ses camarades en délire, il mord et mord encore de toutes ses forces, jusqu'à avoir un goût de sang dans la bouche. Il n'entend pas, il n'entend plus les cris du garçon, qui le supplie de cesser. La tête lui tourne. Enfin, une poigne vigoureuse l'arrache à sa victime. Arrête, Arthur! Ça suffit, bon sang, t'es devenu fou ou quoi? C'est Frédéric, affolé de la haie, l'a appelé à la rescousse, tandis que son frère et son ami tentent de le maîtriser. Arthur a le temps, l'œil hagard, continue de donner à l'aveuglette des coups de pied et des coups de poing. Tu vas arrêter à la fin, crie Frédéric. La mère est là, en bas, elle nous attend. La mère brusquement calmée. Arthur lève sur son frère, un regard hébété, puis il se précipite vers la fenêtre. Comme chaque soir à l'heure de la sortie, Madame Rimbaud fait les 100 pas devant la porte du collège, sur la place du Saint-Sépulture, droite dans sa robe noire comme une soutane, d'un geste nerveux. Arthur tente vainement de lisser ses cheveux emmêlés. Il essaye de remettre de l'ordre dans ses vêtements, mais son pantalon est déchiré, sa chemise n'a plus de boutons. À quoi bon? Il saisit son sac, met son béret, et sans dire un mot, suit son frère. Le voilà sage de nouveau. Il est redevenu le petit Rimbaud, l'enfant modèle, en passant devant les autres. Il baisse les yeux et ils ne doivent pas voir ses larmes. Chapitre 6. Il s'est enfermé dans les latrines, sa mère l'a puni. Un guignon de pince fera son dîner. Et pendant 3 jours, ses frères et sœurs n'auront pas le droit de lui parler. Désormais, il devra garder son pantalon déchiré pour aller au collège. Ça lui rappellera sa faute, sa très grave faute. La violence est un péché. Debout au centre de la pièce, les mains derrière le dos, la tête baissée. Il n'a pas bronché lorsque sa mère l'a giflé. Il n'a rien répliqué lorsqu'elle a hurlé. Sais-tu ce que tu m'as dit, ce qu'il m'a dit le proviseur, monsieur Dédoué? Rien de banal ne germe dans la tête de votre fils. Ce sera le génie du bien ou celui du mal. Mais je ne te laisserai pas sortir du droit chemin, m'entends-tu? Puis elle s'est calmée et ça a été pire. D'une voix presque douce, la main posée sur son épaule, elle lui a dit: tous mes espoirs sont en toi. Tu auras des diplômes, tu auras une situation, la société te respectera. Tu feras ta place. Des diplômes, la société, une place. Recroquevillé derrière la porte des latrines. Il se bouche les oreilles et répète en se balançant d'avant en arrière comme un idiot: je ne veux pas de place. Je ne veux plus travailler. Je serai rentier. Il sort de sa poche son cahier de brouillon et tremblant de rage, déchire toutes les pages, les ébauches de poésie, les vers latins, puis soulève la dalle sous laquelle sont cachés ses journaux illustrés, tandis qu'il en tourne les pages à toute vitesse. Les prairies, les savanes, les forêts qu'il entend fait rêver dansent sous ses yeux. Alors, une à une, il arrache les pages, il les réduit en morceaux, il les jette. Il veut tirer la chasse sur ses rêves, une bonne fois pour toutes, mais son rêve, son poésie, son lecture, sans image, il n'est plus rien. Baou, baou, on même crie toujours, qui lui déchire la poitrine. Les joues en feu, il se frotte la tête pour se débarrasser de l'eau sucrée qui lisse sa chevelure. Il n'en a assez d'être propre, bien peigné. Avec sa mèche qui lui tombe sur les yeux, il voit mieux. Oui, il voit l'oiseau. Baou a répondu à son appel. Il est posé sur le petit muret. Aussitôt le feu de parole qui contenait tout ce qu'il n'osait dire au collège. À sa mère, il le crie, le hurle. Je n'aime plus l'étude. Je ne veux plus user mes culottes sur les bancs de l'école. Je hais le grec et le latin. Je ne veux pas être reçu. Je ne veux pas être premier. Je ne veux pas de place. Je serai rentier. Les examens, c'est pour gagner sa place de décrotteur ou de porcher ou de bouvier. Et avec ça, on reçoit des souffles pour toute récompense. L'oiseau lui a coupé la parole en s'envolant. Si seulement il avait des ailes, lui aussi, il les a. Il peut fuir, il suffit de le vouloir. Quittons les latrines sur la poitrine des pieds. Il va écouter à la porte de la grande pièce. La mère est en train de faire travailler Frédéric, puisque le croix
Consignée dans sa chambre, elle ne se rendra compte de rien. Alors vite, il file par la porte de derrière. En cette fin d'avril, le printemps est bien frileux, mais les journées s'allongent. Dans le ciel, donc très clair, Arthur, le nez au vent, aperçoit l'oiseau qui trace sa route. Il descend le quai de la Madeleine. Derrière les fenêtres des maisons bourgeoises, un coin de rideau se soulève, un profil curieux se dessine. Tu fais donc le petit Rimbaud dans cette tenue incongrue à courir seul par les rues. Il voit sur la place de Saint. Du Saint. Sépulcre. À 7 heures, les grilles du collège sont fermées. Les internes travaillent à l'étude. Les marmonniers paraissent plus décharnés, encore dans la cour disserte. Par le moindre bourgeon sur les branches, Arthur passe la tête entre les barreaux de la grille et tire la langue de toutes ses forces. Si seulement sa langue pouvait se rallonger et arriver jusqu'à sous les fenêtres du séminaire, devant ces messieurs noirs en soutane. Il s'éloigne de la grille et scrute le ciel. Là au ciel, l'oiseau n'est plus qu'un tout petit au point. Il doit se hâter. Il longe les établissements de tannerie. Le vent porte l'odeur âcre de la peau, du cuir, les parfums de teinture, ça sent bon. Il fait frais et humide. La Meuse est là, tout près. Et soudain, il s'arrête, posé sur le rebord de la barre du tanneur amarré au quai. L'oiseau est là. Arthur saute à pieds joints, manque de faire chavirer la barre. Il éclate de rire, puis s'allonge sur le ventre, ses bras en croix trempant dans l'eau. Il s'applique, pendant quelques minutes, à ne plus faire le moindre mouvement. L'eau affalée se calme peu à peu. Les rides que le remous a fait apparaître à la surface s'effacent, et bientôt la rivière se fait faner. Un nénuphar flotte de ci, de là. Arthur ramasse en souriant un trèfle à 4 feuilles. Il se regarde dans l'eau et aussitôt fait la grimace, sourire ne lui va pas, et puis il tire la langue une nouvelle fois. Tandis qu'il s'applique à essayer diverses mimiques, l'eau plane lui renvoie l'image de l'oiseau posé sur son épaule. Doucement, il se retourne et allongé sur le dos, contemple le ciel. Le jour commence à décliner. Une étrange luminosité déchire la voûte céleste en deux. D'un côté, le soleil se couche, dardant ses derniers rayons. Dans une autre lumière ocre et rose, de l'autre d'énormes nuages noirs avancent, annonçant une nuit orageuse. L'oiseau quitte l'épaule d'Arthur et va piquer du bec quelques gouttes d'eau. L'enfant le rejoint, plonge ses mains dans l'eau et s'asperge le visage. La rivière se trouble et s'agite. On dirait des vagues, murmure Arthur. Puis il se redresse et sort de sa poche un bout de papier qu'il plie. Il en fait un petit bateau qu'il lâche sur l'eau. Un coup de vent l'éloigne de la barque. Le bateau de papier tangue danse poursuit sa course. Sans le quitter des yeux, Arthur chuchote. Raconte-moi la mer. Baou! Silence total. La Meuse est si calme. Au loin, la ville semble morte. L'obscurité tombe peu à peu. Immobile, Arthur fixe le bateau de papier. Petite tache blanche qui apparaît par instant. Flottant dans la pénombre. Il s'essuie la joue du revers de la main. Une goutte d'eau tombée du ciel. Une larme, puis il se cramponne à la barre qui tombe brusquement sous l'effet d'un vent violent. Est-ce l'oiseau qui l'a fait se lever? Il n'a pas bougé. Il agrippe ses serres, le bois humide. Un terrible coup de tonnerre retentit. Une succession d'éclairs zèbre le ciel en longs filaments violets. Et bientôt, une pluie torrentielle s'abat sur la rivière, dont les eaux se creusent et tourbillonnent. Gigantesque entonnoir prêt à engloutir la barque. Debout, aveuglé par les trempes d'eau, Arthur croit danser sur les flots. Cette tempête soudaine est encore un artifice de l'oiseau. Et tout autour de lui, dans l'ombre illuminée d'éclairs, ses visions, ses créatures et ce bao qui les fait surgir. Il voit des lunules électriques, des hippocampes noirs, des poissons d'or, des poissons chantants, des morves d'hasard, le poème de la mer. Il ne veut pas s'accrocher au rebord de la barque. Ballotté par le remous, il tombe, se relève en titubant. Il voulait se jeter à l'eau. Il voudrait que les flots en folie l'emportent lui aussi. Oh que Maki éclate, oh que j'aille à la mer. Il a hurlé, sa voix a jailli, moitié sanglot, moitié rire. Puis le vent se calme, brusquement comme il s'était levé. Les éclairs se raréfient, plus de trempes d'eau, rien qu'une brune pénétrante. Le crachant des printemps de Charleville. Épuisé, Arthur se laisse tomber sur le bord de la barque. Il regarde la grande flaque qui stagne au fond, et il plonge ses godillots, floc, floc, seul ce bruit trouble le silence de la main. Il scrute l'eau froide et noire qui l'entoure, demeure accroupie plein de tristesse.
L'oiseau s'est envolé, mais lui n'a pas envie de rentrer. Alors il se relève et court de nouveau. Au-dessus de lui, dans le ciel noir, le petit point multicolore jette ses feux comme une étoile. Baou! Son étoile filant à lui. Il court de plus en plus vite, la pluie redouble, ses vêtements sont trempés. Pourtant il n'a pas froid, il traverse Charleville, volets clos, rue déserte, porte barricadée et prend la direction des Mézières. Il passe sur le pont de pierre puissant Julien, à l'orée des fortifications. Le bois apparaît bientôt, celui qu'on nomme le bois d'amour. Arthur hésite, il n'y a jamais pénétré en pleine nuit. Ses chaussures s'enfoncent dans la terre mouillée, la boue s'accroche à son pantalon. Un bruit le fait sursauter, furtif, amplifié par un écho. Il se meurt comme une plainte. Les bruits de la nuit, les créatures de la forêt. Il suit une allée, tourne à droite et la vieille masure en ruine se dresse dans l'obscurité. La cabane de jardinier, c'est son refuge, celui qu'il partage en secret avec son ami Delahaye. Il pousse la porte, se dirige à tâtons vers une lampe à pétrole qui l'allume. Sur une table s'entassent des livres, des journaux illustrés, des cahiers, des feuilles noircies de son écriture. Ce soir, il ne lira rien. Il n'écrira pas une ligne ce soir. Il a vu la mer. Il se laisse tomber sur la paillasse, bercé par le crépitement de la pluie. Il ferme les yeux, un souffle caresse sa joue. Ses vêtements sont secs et chauds. Le sommeil le gagne. C'est l'oiseau, il est là, posé près de sa tête. Comme la première fois. Il se réveille en sursaut. Combien de temps a-t-il dormi? Il n'en a pas la moindre idée. Il a fait un rêve. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa bouche est sèche, ses yeux le piquent comme s'il avait été aveuglé. C'est que dans son rêve, il a vu des lettres de feu qui s'inscrivaient. Tu vas Tess, Eris. Tu seras poète ou l'oiseau, le voleur de feu, le faiseur de rêves. Les cabanes est vide, il est seul. Il se lève et ouvre la porte. La pluie a cessé, la nuit doit être avancée. Il lui faut rentrer, mais toutes ces brouilles dans sa tête. Les paroles de sa mère, les lettres de feu. Tu auras une place, tu seras poète. Il se balance d'un pied sur l'autre, ne se décide pas à partir. Poète ou rentier, demande-t-il à la nuit. Il s'accroupit, fixe l'herbe mouillée à ses pieds, arrache des brindilles. Poète, rentier, poète. Le dernier brin d'herbe arraché donnera la réponse à sa question, voilà. Mais la brindille trempée par la pluie se casse en deux contre ses doigts, et la question reste sans réponse. Alors il s'enfonce dans l'obscurité, en criant « À qui voudra l'entendre, je serai un voyou ». Fin du chapitre, j'espère que vous aurez kiffé. On va se laisser là-dessus et on se retrouve pour de nouveaux chapitres. Bye.